Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour ce plateau live en direct de InCyber Forum où nous allons parler à présent de réglementation. Évidemment, au cœur de l'actualité, Nice 2, on le rappelle, en 2023, l'Europe a été le continent le plus ciblé par les cyberattaques. Depuis 2013, l'Union européenne met évidemment en scène, en danse, un véritable bouclier cyber pour se protéger de ces menaces exponentielles. Nice 2 fait évidemment partie de cet arsenal, mais ça n'est pas la seule directive évidemment qui le complète. On parle beaucoup du DSA, du DMA, l'AI Act qui arrive aussi, et puis le Cyber Resilience Act qui complète tout cela. Mais pour ce qui concerne Nice 2, nouvelle directive qui devrait être implémentée par les États membres d'ici octobre 2024. Seuls 7% des entreprises françaises seraient prêtes à son incorporation. On va essayer de comprendre comment accompagner ces différentes entreprises et notamment les plus petites d'entre elles, également les nouveaux secteurs assujettis et comment aujourd'hui les différents acteurs qui sont avec moi, mes invités sur le plateau, entendent pouvoir y répondre. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Laroumé. Jean, merci d'être avec nous, cofondateur de la société Egeri. Nous avons également à nos côtés Nicolas Hernandez, PDG de Aleph Networks. Bonjour. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Également Frank Van Caneggen, merci. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle donc CISO du groupe Schneider Electric, également administrateur du CESA. Première question peut-être Jean, pour revenir un peu sur cette dimension de Nice 2. Alors il y a beaucoup de champs, on ne va pas forcément pouvoir tous les couvrir. En tous les cas, il y a une véritable évolution dans cette approche de la conformité avec une approche par les risques. Comment est-ce que cela se matérialise et quels sont les impacts pour les entreprises les plus petites et notamment les nouveaux secteurs assujettis? Oui, en fait, l'objectif quelque part de cette nouvelle directive Nice 2, c'est de changer le statut pour les directions générales de statut de spectateur en réalité de leur cybersécurité à un statut d'acteur. Et donc qu'elles soient beaucoup plus partie prenante dans les prises de décision de la cybersécurité et qu'elles soient responsabilisées en réalité sur les risques et sur indirectement les incidents qui peuvent survenir suite à ces risques-là. Donc tout l'enjeu, notamment de Nice 2, alors tout l'enjeu, enfin, un des gros enjeux de Nice 2, c'est d'impliquer les directions générales sur ces prises de décision. Et donc ça nécessite de leur parler un langage qu'elles soient susceptibles de comprendre, avec un langage peut-être un peu moins technique qu'à l'accoutumée sur le pilotage du risque cyber. Souvent dans les boards de directeurs, on leur remonte des tableaux de bord avec 14 000 vulnérabilités cette semaine, c'est 3% de moins que la semaine dernière. Ce n'est pas des informations sur lesquelles une direction générale peut prendre une décision, donc il faut être en capacité de leur remonter des informations qu'elles puissent comprendre dans un langage qu'elles puissent intégrer. Donc c'est principalement de langage qu'elles ont l'habitude d'entendre, c'est du langage financier, que ce soit pour des très grosses entreprises, mais aussi pour des entreprises de taille plus intermédiaire. Alors, il y a notamment deux articles qui consacrent principalement cette approche par les risques, l'article 20 et 21. Il s'agit véritablement d'une gouvernance, clairement, qui doit être mise en œuvre en matière d'accompagnement, donc d'adressage des risques, et puis effectivement aussi des mesures qui vont permettre de vérifier l'efficacité de ces stratégies, en tous les cas de ces outils, de ces procédures qui sont mises en place. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'aujourd'hui, beaucoup est fait, pas toujours vérifié, contrôlé, ce qui fait qu'on manque parfois à certaines efficacités. Ça, c'est aussi un point important aujourd'hui de Nice 2. Mais oui, parce que les entreprises ont un sentiment de sécurité en empilant des briques technologiques de sécurité. Mais en fait, c'est une fuite en avant vers la mise en place de sécurité, de technologie. D'ailleurs, on le voit dans le salon, il y a énormément d'acteurs. C'est difficile de s'y retrouver. Et donc, ce dont ont besoin les directions générales, c'est d'être capable d'arbitrer les mesures de sécurité ou les programmes de sécurité et leur mise en œuvre au regard de la réduction potentielle qui vont occurrir sur les risques. Et donc, voilà, il faut les aider à adresser cette problématique-là avec des plateformes qui les aident, par exemple. Mais justement, là, vous parliez de pouvoir les adresser, en tous les cas, les aider à prendre des décisions qui soient plus éclairées avec un vocabulaire, un langage qui leur est propre, donc aussi gagner du temps dans cet adressage des risques cyber. Quels sont les outils, les approches aujourd'hui qui peuvent leur permettre d'adresser rapidement, donc dans un temps contraint et de manière plus efficace? Bon, déjà, quand on parle d'analyse de risque, il y a trois aspects. C'est l'analyse proprement dite du risque.
Ensuite, c'est la planification et puis après, il y a quand même la communication. On peut faire une très bonne analyse de risque, mais si on la communique mal à la direction générale, on n'a quasiment rien fait. Il faut provoquer cette prise de décision et c'est vraiment l'objectif de Nice 2, comme on l'avait fait déjà avec le RGPD il y a quelques années, provoquer cette prise de conscience au sein des directions générales. Et donc après, il faut une approche très méthodologique, très structurée, très consistante, avec des informations qui soient sincères, sortir du flou artistique dans lequel sont les directions générales au regard de la cybersécurité, pour qu'elles puissent avoir des éléments décisionnels très concrets, très précis, financiers, pour pouvoir adresser le risque cyber à sa juste valeur et au niveau de la direction générale. Donc là, on l'a compris, à la fois des outils technologiques, des outils techniques, mais aussi un accompagnement humain du conseil qui est absolument essentiel pour adresser cette démarche globale. Franck, peut-être un mot avec vous sur ce que perçoivent de cette situation, de Nice 2, des cyberattaques et de ces outils, des entreprises que vous côtoyez au cœur du CESIN notamment, puisque vous avez réalisé une enquête auprès d'un certain nombre d'entreprises qui vous a permis de mieux comprendre comment est-ce qu'elles percevaient, comment est-ce qu'elles adressaient Nice 2. Visiblement, dans ces entreprises, peut-être notamment celles qui sont de petite taille, il y a une véritable crainte de parvenir à cette mise en conformité. Quelles sont les craintes qu'elles vous ont présentées? Sur quoi est-ce qu'elles reposent? Alors, on a été invité, comme un grand nombre d'associations, à répondre, je dirais, à des interrogations de l'ANSSI par rapport au texte proposé. Donc, nous avons monté un certain nombre d'enquêtes, de réunions, et nous avons mis en place, je dirais, un document pour répondre à l'ANSSI sur les interrogations des membres. Globalement, on a eu à peu près 150 sociétés qui ont participé à ces différents sondages, répartis de façon assez uniforme entre des entreprises essentielles, des entreprises importantes, des entreprises qui ne savaient pas trop et des entreprises qui pensaient ne pas du tout l'être. Donc, globalement, à peu près un 4 quarts à peu près accompli. Globalement, les entreprises de grande taille l'ont plutôt bien reçu parce qu'elles étaient déjà préparées et quelque part, il y a un suivi à faire. Mais si on reste dans une dimension nationale française, pas trop de problèmes, c'est relativement simple. Dès qu'elles vont devoir, entre guillemets, s'exporter en Europe, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir 27 transpositions. Donc là, ça va être une joyeuse complexité qui ne va pas être très constructive. Pour les petites entreprises et les entreprises, je dirais, importantes, ça a été un petit peu plus varié parce qu'il y a des sociétés qui se sont, entre guillemets, déjà bien préparées, d'autres beaucoup moins bien préparées. Elles sont, je dirais, relativement satisfaites parce que les contraintes ne sont pas trop fortes dans un premier temps. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et si elles veulent, elles peuvent tout à fait aller beaucoup plus loin. Quand on est une entreprise importante, il n'y a pas des obligations de faire énormément d'analyse de risque, mais par contre, c'est conseillé. Donc il y a une approche, entre guillemets, un peu pragmatique qui est assez intéressante. Et si elles veulent en faire beaucoup plus, elles vont pouvoir en faire beaucoup plus. Il y a quelques problématiques, je dirais, de manque de détails aujourd'hui qui ont été relevées. Par exemple, sur tout ce qui est multifacteur. C'est pas très clair, on ne sait pas comment, quoi, comment. On n'a pas non plus tout ce qui est remontée des incidents. Quel est le degré d'incident qu'il faut remonter? Parce que ça peut être très polluant en termes de consommation, je dirais, quotidienne. Il peut y avoir aussi des obligations de disponibilité et, je dirais, d'astreinte qui peuvent être très problématiques pour les petites sociétés. Il va y avoir normalement, je dirais, un Implementing Act qui va sortir aux alentours d'octobre, donc au même moment que la fin, qui va décrire normalement ce que c'est qu'un incident, à qui on doit le déclarer, parce que si on est une entreprise, par exemple, multi-pays en Europe, remonter un incident sur 4 ou 5 pays dans 4 ou 5 langues différentes, ça va être un peu compliqué. Donc là, on espère qu'il va y avoir un peu de pragmatisme, un peu d'efficacité, qui va être gagnante pour tout le monde. Là encore, sur ces sujets-là, un accompagnement en amont, mais évidemment, dès la mise en application d'octobre, effectivement, là, il faudra un accompagnement permanent auprès de ces structures pour les accompagner. Et on va continuer à les accompagner parce qu'il y a besoin d'avoir beaucoup d'échanges entre les sociétés pour pouvoir proposer, rien que dans des secteurs d'activité identiques, des solutions qui sont, entre guillemets, pragmatiques et réelles par rapport à ces structures. Et les analyses de risque par rapport à certains métiers vont être obligées d'être, entre guillemets, adaptées à la géopolitique, au risque induit par une activité typique. Effectivement, un contexte qui est mouvant aussi, donc forcément une adaptabilité qui va être absolument nécessaire, une agilité. Nicolas, on revient encore sur ces petites et moyennes entreprises. On sait qu'elles sont nombreuses, elles vont être de plus en plus à être assujetties à Nice 2 et donc là, il faut les accompagner. On le rappelle, les solutions de détection et d'identification des fuites de données coûtent près de 40 000 € annuellement au bas mot. Et donc là, on comprend tout de suite par ce chiffre-là que c'est absolument inaccessible pour une PME. Comment est-ce qu'on peut justement les adresser différemment pour être à la fois compliant, à la fois efficace, se protéger, mais à des coûts qui sont beaucoup plus abordables? Alors oui, on a effectivement un enjeu
parce que la protection d'une structure, c'est aussi la protection de son écosystème. Donc même les grands groupes sont dépendants de PME qui, elles aussi, vont être soumises à NIS 2. Donc on avait un enjeu pour transformer un outil qui va permettre d'alimenter des analyses de risque en identifiant des données à risque à l'extérieur du système d'information pour des TPE et des PME. Donc on s'est lancé un défi parce qu'on s'est senti aussi responsable en tant qu'industriel, donc de se conformer juste à la réglementation dans un premier temps, effectivement pour déjà répondre à la réglementation, à des coûts équivalents à une caméra de surveillance physique. C'était notre enjeu financier, tout en laissant la possibilité d'aller plus loin et de ne pas se limiter au réglementaire parce que le risque opérationnel est bien réel. Dans ce que vous travaillez, hein, dans cette plateforme que vous portez, vous utilisez l'OSINT pour détecter ces fuites de données. En quoi ça consiste et pourquoi est-ce que c'est une approche qui se veut vertueuse et surtout efficace? Alors c'est surtout ce qu'on constate, c'est qu'il y a une attaque cyber est toujours liée à une donnée. C'est-à-dire si je n'ai pas de données, je ne peux pas attaquer, je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment. Et on a un phénomène existant depuis l'accélération de l'activité des ransomware il y a un an et demi, une présence exponentielle des données sensibles à l'extérieur des systèmes qui entraîne de fait beaucoup d'attaques par phishing. Et donc ce sont celles-là qu'on va chercher en fonction des données qui ont fuité via des fournisseurs, c'est très souvent le cas, en avoir conscience pour pouvoir anticiper typiquement des attaques par phishing et alimenter une notion de risque à partir de ce qu'il y a à l'extérieur du système. Et c'est tout à fait présent dans l'évolution des directives déjà DORA, où on a cette présence de la notion de fournisseur. On sort de la vision systémique à une vision écosystémique qui est présente dans NIS 2. Cette analyse OSINT va permettre d'identifier potentiellement des risques à traiter, à prendre en compte ou pas dans la matrice de risque par les dirigeants. Peut-être un dernier point, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est d'ailleurs le thème phare de cette édition InCyber Forum. Vous avez fait le choix de ne pas l'utiliser dans cette plateforme, pourquoi? Alors, intelligence artificielle, en fait, ça regroupe plusieurs choses. Nous, on parle des IA. On a fait le choix de ne pas utiliser des IA du type ChatGPT, ce qu'on appelle LLC ou génératif, pour une raison deux raisons. La raison la plus simple, c'est que ce ne sont pas des IA qu'on appelle explicables. Et dans le cas d'une analyse de risque et de remontée de risque, on touche à de l'humain et on doit être capable de ne rien louper et de ne pas avoir de fausses alertes parce qu'on va générer un flux qui pollue. Donc on a fait le choix de partir sur des IA qui sont explicables, qui sont maîtrisables, qui sont le machine learning, qui sont des IA très simples à mettre en œuvre, et sur la théorie des graphes. L'autre avantage de ces IA simples, c'est qu'elles sont très peu coûteuses. Donc elles permettent justement d'offrir des solutions à bas coût pour les TPE et les PME. Merci beaucoup Nicolas. Franck, un mot sur ce que vous avez souligné peut-être tout à l'heure sur ces disparités au niveau national qui pourraient avoir un impact important sur ces PME qui effectivement peuvent avoir des marchés à l'export ou alors des sous-traitants, ce qu'évoquait Nicolas, qui peuvent être dans différents pays. Et là, on voit la complexité qui est face à ces entreprises. Quels sont notamment les impacts que vous percevez? Et finalement, au-delà de... Comment est-ce qu'on peut parvenir à les dépasser? La réglementation va devoir s'appliquer. Alors, quand on est un grand groupe comme Schneider, par exemple, on peut avoir des équipes qui peuvent suivre les différentes transpositions et suivre déjà leur disponibilité même en draft. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas de draft, donc c'est un peu compliqué pour pouvoir suivre. Et il va falloir, entre guillemets, pour les petites, s'appuyer globalement sur des associations comme le CESIN ou comme d'autres systèmes qui vont pouvoir, entre guillemets, collectivement faire un travail aussi bien d'interprétation que, je dirais, de compréhension et d'adaptation. Il y a certains pays qui, par exemple, ne vont pas mettre au même niveau les intégrateurs de solutions, alors qu'en France, elles ne sont pas véritablement, je dirais, incluses, alors que dans d'autres pays, elles sont obligatoires. Donc il va y avoir, entre guillemets, des analyses de risque qui risquent d'être différentes parce que des personnes qui vont installer du matériel et le maintenir, en France, ne vont pas être obligatoirement soumis à du NIS 2, donc il va falloir soit compenser par autre chose, et dans d'autres pays, le faire. Donc l'analyse de risque ne va pas être la même si on est dans un pays ou dans un autre. Est-ce que vous pensez possible que ces différentes applications, transpositions nationales se trouvent harmonisées ?
Harmoniser, non, mais on peut espérer qu'il y ait des règlements européens comme le GDPR qui passent et qu'un NIS 3 soit européen et qu'il n'y ait qu'une seule, qu'une seule version. Ça serait quand même beaucoup plus constructif, mais aujourd'hui on doit comprendre aussi que les pays européens ne sont pas du tout au même niveau de sécurité. Elles doivent collectivement monter, donc c'est une première étape, il ne faut pas le voir comme un échec ou une mauvaise volonté. C'est une première étape. Il y a eu la LPM, NIS 1, il y a NIS 2. On aura quelque chose qui s'appellera NIS 3 ou pas, mais qui sera d'un point de vue européen, parce que personne n'a intérêt à avoir des disparités pareilles. On peut être, par exemple, entreprise essentielle dans un pays et pas dans un autre. Donc là, c'est complètement aberrant en termes de sécurité. Mais il faut, entre guillemets, laisser le temps au temps. On dégrippe quelque part chacune des nations pour arriver à un niveau mouvant d'optimisation de sa sécurité, de sa maturité, pour arriver à quelque chose de plus dynamique. Et surtout, comme le disait Jean, l'important est de savoir les directions qui comprennent que la sécurité n'est pas optionnelle dans leurs entreprises. Il faut des budgets, il faut des responsables, il faut des équipes, il faut des solutions. Une fois que ça va se dégripper, avec le temps, ça va s'améliorer, ça va devenir plus mature, plus simple à mettre ensemble et sûrement, je l'espère, travailler collectivement beaucoup plus ensemble aussi. Donc là, c'est ce que vous évoquez, des niveaux de maturité qui sont évidemment très différents d'un pays à l'autre, et donc on comprend que ces réglementations vont devoir aussi évoluer. Et donc là, on est face à une structuration finalement qui s'opère, et donc tout cela dans une mise en mouvement. Et donc, on va évidemment suivre les avancées. On reparlera peut-être de NIS 3 prochainement sur un plateau avec vous trois. Peut-être un dernier mot, Jean, sur cette approche où on parle beaucoup de game changer. Alors, on a parlé d'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous pensez, je pense que vous en êtes convaincu, que cette conformité, cette mise en conformité, cette compliance avec cette approche par les risques peut être un véritable game changer dans le management de la cybersécurité par les risques? C'est un véritable game changer. Après, il faut réussir à faire prendre conscience de ça aux autorités qui sont encore un petit peu en difficulté par rapport à ça. Et en fait, en réalité, c'est que l'analyse de risque peut coûter extrêmement cher. Et c'est resté dans le commun des mortels des études très lourdes, très complexes, et qui sont souvent, et quelquefois un petit peu hors sol. C'est-à-dire qu'on fait de l'analyse de risque, mais ce n'est pas du tout ancré sur la réalité. Donc il faut réussir à leur démontrer qu'il existe des plateformes maintenant, comme celle d'Egeri, qui permettent de faire de l'analyse de risque tout aussi rapidement qu'on fait de la conformité d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas plus compliqué, et qu'une petite entité importante a la capacité, avec une solution pas très chère, de pouvoir faire sa propre analyse de risque jusqu'à de la quantification financière. Donc ça, c'est réaliste, et sans dépenser énormément d'expertise. Et puis, l'approche par le risque est complètement complémentaire de la conformité. À un moment, quand on parle de l'approche par le risque, c'est risque, mesure. Alors que la conformité, c'est mesure, exigence. Donc on voit bien que selon dans quel sens on prend le problème, il faut travailler le sujet complètement, dans sa globalité. Et puis peut-être pour conclure, il y a un vrai besoin du coup de sortir de l'approche de l'analyse de risque classique, un petit peu hors sol, un petit peu non opérationnel, comme la conformité. Je coche les cases et en fait j'ai l'impression d'être en sécurité. Je crois que tout le monde perd du temps à faire ça, ça coûte extrêmement cher. Donc il faut aider nos entités essentielles, nos entités importantes à faire de l'analyse de risque très opérationnelle et rapprocher quelque part la gouvernance de la sécurité opérationnelle pour capitaliser sur la globalité du spectre, la sécurité opérationnelle pour remonter les incidents et détecter, et la gouvernance pour arbitrer et mesurer l'importance et prioriser. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir apporté un regard à la fois concret et pragmatique sur cette directive NIS 2 qui nous concerne toutes et tous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct de ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à rester connectés. L'actualité continue.